Bonjour Pierre. Bonjour. Et tu es professeur de philosophie au Collège de Limoilou et tu as écrit déjà sur les mouvements sociaux en Amérique latine et sur le Chili plus particulièrement. Et maintenant, tu viens d'écrire un livre sur la philosophie. Philosophie pour les temps présents. La philosophie est à la mode depuis quelques temps, disons depuis les années 90, disons. Mais il y a des philosophies et des philosophies. Alors, pourquoi écrire aujourd'hui un livre sur la philosophie? Quelles sont tes préoccupations dans ces livres-là que tu viens d'écrire? Oui, alors effectivement, bon, je suis prof de philo, donc la philosophie, ça m'a toujours particulièrement intéressé. Mais j'étais un peu marqué par ce fait que de plus en plus d'essais grand public étaient publiés sur la philosophie aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, tiens, ça serait intéressant de voir à partir des aspirations des gens qui veulent que le monde puisse changer, puisse être transformé, puisse être modifié, des gens qui aspirent à plus de justice sociale. Donc à partir de toutes ces aspirations, comment on pourrait penser une philosophie qui soit accessible à un grand public et qui puisse nous aider à penser, à repenser le monde, mais pas simplement à le penser comme le fait en général la philosophie, à l'interpréter, à le penser donc, mais avec la perspective de le transformer et de le transformer dans une perspective au moins de plus grande justice sociale. Mais il y a d'autres philosophies, il y a d'autres tendances philosophiques, écoles, doctrines philosophiques contemporaines. Quelles sont tes différences avec, mettons, des philosophies qui s'adressent plutôt à la façon de vivre, comment bien vivre en tant qu'individu? Oui, alors c'est ça le grand, quand on essaye de voir un peu quelles seraient les différences possibles qu'on pourrait mettre de l'avant. Au fond, on s'aperçoit que la philosophie qui est à la mode, c'est une philosophie qui s'intéresse d'abord avant tout à l'individu, qui est enfermée dans la citadelle refuge de l'individu, comme je l'explique dans ce livre-là. Donc qui pense, quand elle pense l'action, d'abord elle ne pense pas toujours l'action, mais quand elle pense l'action, elle le pense essentiellement en termes individuels. Or, un des grands défis aujourd'hui de la philosophie, c'est d'être capable de penser l'action non seulement en termes individuels, mais en termes collectifs. Et c'est intéressant de voir dans la tradition de l'Occident, philosophique de l'Occident, c'est quoi la philosophie, sinon cette idée de l'amour, d'une sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse, sinon d'abord avant tout une conduite qui est guidée par la raison. Donc fondamentalement, la philosophie, elle s'intéresse à la conduite et à la conduite humaine. Et quand elle pense à la connaissance, elle pense à une connaissance qui est d'abord orientée vers la conduite, en tout cas qui doit nous aider à agir et quelque part à vivre, à mieux vivre. Fondamentalement, la philosophie, elle est faite pour ça, elle est pensée comme ça dans notre tradition. Alors, il y a une conception de l'être humain qui est sous-jacente, qui travaille depuis quelque temps. C'est cette conception de l'être humain comme un être puissant et impuissant. Alors ça, avant d'arriver là, peut-être cette idée, justement, quand on pense que l'action n'est pas simplement individuelle, mais aussi collective, ça nous renvoie à une conception de l'être humain qui est une individualité sociale. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas simplement individu, il est aussi individu en société, individu qui ne peut se comprendre, s'entendre qu'à travers tous les rapports sociaux qui tissent comme individu avec autrui. Hein, c'est Jean-Paul Sartre qui dit « Je suis un homme fait de tous les hommes » et effectivement, on n'existe pas sans les autres. Et donc, si on veut chercher à penser l'action, on ne peut penser que l'action avec les autres, qu'à travers un « nous ». Et donc, comment arriver à articuler cette affirmation de l'individu avec cette affirmation du groupe, de la collectivité à laquelle on appartient, ben, c'est un peu le défi de ce livre. Et justement, quand on essaye de regarder aujourd'hui un petit peu en termes quelles sont les caractéristiques ou les grands défis auxquels l'être humain est confronté, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il y a une espèce de paradoxe terrible qu'on vit tous. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la puissance impuissante de l'être humain. Alors c'est quoi cette puissance impuissante de l'être humain? C'est qu'à la fois, comme peut-être jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain est capable d'affirmer une certaine force, une capacité, on pense en termes techniques, en termes scientifiques, en termes de savoir, même en termes économiques, à l'ère de la mondialisation, de la globalisation du monde, mais qu'en même temps qu'il y a cette expression de la puissance, il y a en même temps... Pour toi, il y a une date clé, disons, c'est 15e siècle, fin du 15e siècle, avec l'apparition d'un système capitaliste
monde, avec la Renaissance en même temps. Donc c'est comme si, en même temps qu'il y avait l'idée d'un être puissant qui se développait, tu parles des pics de la Mirandole, tu travailles beaucoup les projets de la Renaissance en projet prométhéen, mais en même temps tu vois l'apparition d'un système qui va coincer plus tard l'individu. Voilà, alors effectivement, c'est ce paradoxe de la puissance impuissante, c'est qu'en même temps que, à travers, dans l'histoire de la philosophie occidentale, au moins en même temps que commence à se développer, se déployer cette puissance humaine sur le mode prométhéen ou sur un certain mode prométhéen à partir de la Renaissance, en même temps, cette puissance humaine, elle va se cristalliser, s'organiser autour du développement d'un mode de production et d'échange de biens, qui est le mode de production capitaliste, ce que j'appelle dans mon livre le capitalisme historique. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que peu à peu, cette puissance va se laisser enfermer dans cette logique capitaliste, et donc va se transformer en impuissance, ou va perdre sa force, sa vitalité du départ. Cependant, quand même, il y a eu des révolutions où la puissance humaine collective s'est déployée. Il y a eu des penseurs aussi qui ont contribué au développement de cette puissance dont tu parles dans ton livre. Donc l'histoire de la pensée occidentale, c'est une histoire de la puissance, mais en même temps, c'est comme s'il y avait ces structures qui les rendaient impuissants. Il y a des révolutions, il y a la Révolution française, il y a la Révolution russe, tous ces mouvements-là où c'est la puissance qui se déploie. Pourquoi aujourd'hui ceci n'apparaît plus? Pourquoi aujourd'hui on voit à l'individu comme un individu, on pourrait dire, unidimensionnel? Est-ce que... Alors c'est parce que c'est ça qui est difficile en philosophie à bien faire apparaître, et que tant de philosophes ont de la peine à faire apparaître, c'est le caractère éminemment contradictoire du développement de cette puissance humaine, de cette capacité de l'être humain, de la collectivité humaine à persévérer dans son être. Et qu'est-ce que ça veut dire persévérer dans son être? Ça veut dire, et ça, c'est quoi qui caractérise l'être humain? Je l'ai dit tout à l'heure, une individualité sociale, mais c'est plus que ça. C'est l'être humain, il se caractérise par le fait qu'il a été capable d'établir entre lui et la nature un réseau de signes, d'outils et de rapports sociaux. Ça, c'est la puissance. Et voilà, et c'est ce réseau-là qui lui permet en quelque sorte d'échapper à l'enfermement animal et donc de s'ouvrir sur les possibles. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que cette ouverture sur les possibles que recèle l'être humain, que recèle la puissance de l'être humain, elle est aujourd'hui enfermée dans des logiques capitalistes qui, au lieu de lui permettre de se développer et de se déployer à travers la vie, au contraire, l'amène à se déployer à travers la mort et à développer des logiques mortifères. Et ces logiques mortifères, en termes, puisque tout ceci pourrait peut-être apparaître un peu abstrait, mais en termes très concrets, dans les temps présents d'aujourd'hui, à l'époque contemporaine, ça se traduit par un certain nombre de défis, le défi des inégalités sociales. Et donc voilà, tu as écrit un livre de philosophie pour les temps présents. Et dans les temps présents où nous vivons aujourd'hui, tu identifies 5 défis